Bonjour à tous, je suis particulièrement heureux de recevoir dans ce premier numéro de la nouvelle version de notre Web TV Serge Billet. Bonjour Serge Billet. Bonjour à vous. Et vous êtes journaliste, écrivain, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont deux très connus et qui ont bien marché aussi. Noir dans les camps nazis et Si Dieu n'aimait pas les Noirs, c'est une enquête sur le racisme aujourd'hui au Vatican. Alors, Noir dans les camps nazis a été publié chez Serpent Plume et Si Dieu n'aimait pas les Noirs, publié chez Pascal Gallaudet. Serge Billet, vous venez de la Martinique. Ça fait combien de temps que vous y vivez ? Je suis arrivé en Martinique début juillet 1994, je crois que ça devait être le 2 juillet si j'ai bonne mémoire, et j'ai commencé à présenter le journal télévisé en Martinique le 3 juillet 1994, donc ça fait maintenant depuis 24 ans que je m'y trouve et 24 ans que je fais le journal télévisé là-bas. Est-ce que vous parlez le créole ? Pas encore, mais non, je ne parle pas le créole pour une raison toute simple, c'est que quand je suis arrivé à la Martinique, j'ai d'abord essayé d'apprendre le créole et beaucoup de gens se sont moqués de moi parce qu'ils trouvaient que j'avais un accent parisien et ça crée un blocage qui s'est ajouté à un autre blocage qui est un blocage personnel. Quand j'étais gamin à Abidjan, je parlais l'agni. Et quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de 13 ans, je me suis retrouvé dans des familles françaises, dans une famille française en France. J'ai grandi dans ce milieu-là. Et naturellement, je n'ai plus parlé l'agni. Et donc, je m'en suis voulu toute ma vie. Je m'en veux d'avoir perdu ma langue maternelle. Et donc, ça a créé un blocage chez moi par rapport à d'autres langues africaines ou d'origine africaine. Voilà. Alors, c'est quelque chose de personnel. Très bien. Je dois préciser que je vous reçois surtout pour parler de votre livre témoignage dans le jardin secret d'Aimé Césaire, publié l'an dernier, si j'ai bonne mémoire. Un très bel ouvrage. Vous avez mis beaucoup de temps pour l'écrire ? Pour l'écrire, non. J'ai mis beaucoup de temps pour me décider à l'écrire. Aimé Césaire est mort en 2008. J'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner un tout petit peu, mais je n'étais pas le seul dans sa retraite. Mais en tant que journaliste, j'étais le seul à le fréquenter régulièrement, à le suivre et à l'approcher, à discuter avec lui. Et donc, j'avais pris pas mal de notes. Mais je n'ai jamais osé faire un livre là-dessus parce que je ne me sentais pas légitime pour le faire. J'estimais que d'autres gens le connaissaient depuis beaucoup plus longtemps que moi. D'autres gens l'avaient approché depuis beaucoup plus longtemps que moi, étaient des grands connaisseurs à la fois de son œuvre et de sa personne. Et puis, je crois qu'il y a 2 ans, je me suis dit, mais tu as peut-être tort. Ça fait 8 ans que Césaire est mort. Peut-être que tu devrais aussi apporter ton témoignage pour ce qu'il vaut, de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu, de ce que tu sais, de ce que tu as envie de dire. Voilà. Et donc j'ai franchi le pas et finalement je ne regrette pas parce que le livre a été bien accueilli à la Martinique même, où les gens trouvaient que c'était assez insolite ce qui était révélé dedans et assez inhabituel. Et donc c'était intéressant de connaître non pas le grand homme, mais l'homme, tout simplement. Tout simplement. Et vous avez très bien fait. Alors le 17 avril prochain marquera l'anniversaire le 10e anniversaire de la mort d'Aimé Césaire. Je crois même que des festivités ont déjà démarré en Martinique. Moi, je sais, ça fait quand même 15 jours que j'ai quitté la Martinique, j'imagine qu'il y a des choses qui se préparent. Je sais simplement que j'animerai une émission spéciale le 17 avril prochain, donc à la télévision, une émission de 4 heures autour d'Aimé Césaire, de son œuvre, avec des témoignages de gens que j'ai sélectionnés qui vont venir donc parler à la fois de l'empreinte qu'il a laissée donc à la Martinique et dans le monde, et puis de qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, qu'est-ce qu'il en reste. Voilà, on va faire une émission, je vais commencer à la préparer en rentrant ce week-end en Martinique pour qu'on puisse faire une émission qui soit à la hauteur du personnage de l'homme qui nous manque beaucoup parce que à la fois son humilité, sa sagesse, sa clairvoyance, même s'il a pu faire aussi des erreurs comme tout homme, mais tout ce qui fait la marque de fabrique de Césaire, c'est-à-dire l'ouverture à l'autre, bien c'est quelque chose dont on a besoin aujourd'hui dans un monde qui est aussi agité. Moi, ce que j'ai retenu de ce beau livre, de ce bel ouvrage, ce sont ces petites habitudes. Ces 3 tasses de café le matin, la radio pour prendre les premières infos de la journée, son sandwich au jambon, pas au jambon, à la viande rouge, très pimenté, voilà. Bien épicé. Et puis un bol de cérélac, c'est-à-dire que c'est une espèce de bouillie pour enfants sur laquelle on verse de l'eau chaude et qu'il adore, voilà. Et puis, jusque-là, quand il avait encore toutes ses facultés oculaires,
il se permettait même, il lisait même quelques poèmes à sa gouvernante avant d'aller travailler. Disons que le matin, déjà le matin, on ne sait pas quand est-ce que commence le matin chez lui, parce qu'il dormait 3 à 4 heures par nuit. Donc toute la nuit, il lisait du Senghor, il lisait des grands auteurs grecs, des auteurs français, martiniquais. Quand sa gouvernante arrivait le matin, il y avait des livres partout sur le lit, donc il dormait entre 3 et 4 heures par nuit. Et puis quand il se levait, effectivement, il y avait ces 3 stades de sté, plus tout le rituel qu'on vient de dire. Et quand sa gouvernante le rejoignait, elle devait d'abord lui préparer son sandwich à la viande rouge, et ensuite elle s'asseyait, il lui demandait de s'asseoir, et il lui lisait un poème. Donc c'était assez fascinant de voir ce grand homme lire un poème à sa gouvernante. Elle, au départ, elle était un peu... elle comprenait pas, parce que bon, c'est pas trop son truc. Et puis elle a pris goût à ça, elle trouvait ça assez magnifique. Et après, il y avait aussi un dernier rituel le matin, c'est qu'il fallait qu'elle essaye tous les stylos, les 4 ou 5 stylos qu'il emportait avec lui, pour que s'assurer qu'il y avait de l'encre dans tous les stylos, parce qu'il écrivait encore à l'encre, hein, comme nous autrefois, et donc s'assurer que ça écrit bien, et s'il y avait un stylo qui était défectueux, il fallait changer donc la plume. Et puis il y avait ses habitudes vestimentaires. Ça, c'est très particulier. Il n'aimait pas qu'on lui impose ses costumes. Non, mais Césaire avait une façon de s'habiller qui était assez particulière. Bon, il mélangeait des couleurs avec sa fantaisie personnelle, et puis il aimait ça, et puis bon, si ça plaisait pas, il disait bon, moi ça me plaît, et puis voilà. Vous m'aimez comme je suis. Point, terminé. Voilà, il y avait un petit gros mot derrière, mais bon, je le dirai pas. Mais vous disiez aussi dans ce livre, dans Le Jardin secret d'Aimé Césaire, que c'était un homme de paradoxe. Oui, parce que c'est ce qui est assez déjà surprenant chez cet homme, c'est quand on voit la violence des textes qu'il a pu écrire, la violence de ses propos, parce que bon, c'était quand même des textes très forts sur à la fois l'identité, sur l'indépendance, sur beaucoup de choses. Et contre le colonialisme. Contre le colonialisme. Et paradoxalement, vous trouvez un homme extrêmement timide, très simple. C'est presque qu'il a envie de raser les murs. Donc vous dites, mais il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien non, c'était tout ça le paradoxe Césaire. C'est-à-dire, c'était l'homme qui était humble, effacé, simple, mais qui était capable, lorsqu'il prenait la plume, de se métamorphoser. C'est comme un chanteur que vous rencontrez dans la rue et qui passe presque inaperçu parce qu'il n'a pas envie qu'on le voie, et quand il est sur scène, il explose. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il était un bon maire ? Parce que l'homme, c'était aussi en politique. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Césaire, parce qu'en tant que maire, on aurait voulu qu'il fasse plus. Mais je pense qu'on attend toujours des hommes politiques qui fassent plus. Mais il y a une chose quand même qu'il faut savoir, c'est que dans les années 50, lorsque la Côte d'Ivoire, lorsque la Martinique est en crise, que les usines sucrières commencent à fermer les unes après les autres, il y a beaucoup de gens dans les campagnes qui se retrouvent au chômage, qui n'ont plus de travail, qui n'ont plus de toit. Donc ils affluent vers Fort-de-France. Et Césaire décide de les loger, c'est-à-dire c'était vraiment le communiste dans l'âme, c'est-à-dire qu'il fallait partager. Il décide de les loger gratuitement, de leur trouver donc un travail. Donc il fait des choses extraordinaires pour sa population, qui sont des choses qui relèvent du quotidien d'un maire. Il est à l'écoute, hein, tous les mardis, il reçoit donc toute la population qui veut venir le rencontrer, il discute, et puis une fois par semaine, il va aussi dans les quartiers pour visiter les gens pauvres, discuter avec eux, voir de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Vous avez besoin d'un travail, voilà ce que je peux faire. Donc c'était quelqu'un qui... Il y a plein de témoignages d'une femme, oui. Et c'était vraiment le maire qui était à l'écoute de sa population. Est-ce que ça, c'est pas un bon maire ? Moi, je pense que déjà, dans l'humanité de ce maire-là, c'était important. Je pense que quelque part, il était un bon maire à ce niveau-là. Maintenant qu'on ait voulu peut-être qu'il fasse plus de réalisations, qu'il fasse autre chose, ça après, c'est de l'appréciation de chacun. Il est resté un communiste engagé jusqu'au bout. Oui, c'est-à-dire qu'il avait comment dirais-je, un esprit partageur. C'est-à-dire que, certes, il a démissionné du Parti communiste, comme on le sait, à la suite de tout ce qu'il a pu apprendre sur ce qu'a fait Staline, et qu'il a horrifié, mais il est resté dans l'âme quelqu'un qui croyait au partage des richesses, qui croyait au partage des valeurs, et ça, à ce niveau-là, il est resté communiste, effectivement, au fond de son âme. Un peu utopiste sur les bords, non ? C'est pas impossible. Je crois que les grands poètes de ce genre-là ont forcément une part d'utopie, une part de rêve qui les habite. Alors, mais ce grand homme a aussi, il a aussi connu de grands drames dans sa vie.
la mort de Suzanne, Suzanne la rebelle. Vous dites dans ce livre la mort de Suzanne, sa femme, la mort de son frère, qu'il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui est mort dans un attentat de l'OLP. Voilà, et donc ça, il l'a très mal vécu et ça l'a porté, je veux dire, toute sa vie. Oui, parce que je pense que c'était quelqu'un qui avait pas beaucoup de temps pour sa famille, c'est vrai, parce qu'il travaillait beaucoup, énormément, mais qui était très attaché quand même aux êtres qui faisaient partie de sa famille. Et Suzanne, même s'ils étaient séparés à un moment donné, a été quelqu'un qu'il a aimé. C'était la femme de sa vie, et c'était tellement la femme de sa vie qu'après il n'a jamais voulu s'afficher avec une autre femme. Et puis Georges était le frère qu'il aimait, et Georges avait suivi presque ses traces. Même, il était même beaucoup plus loin, puisque Georges vivait carrément à Dakar, donc le lien avec l'Afrique était très fort, alors que Césaire était très attaché à l'Afrique mais vivait aux Antilles. Georges est parti vivre à Dakar, il enseignait à l'université de Dakar, et puis un jour, en voulant partir à un congrès de médecine en Israël, il prend l'avion, et c'est un avion israélien, donc attentat de l'OLP, l'avion éclate et il meurt dedans. Et Césaire ne s'en remettra jamais. Il ne s'en remettra pas, oui. Alors, parlons de sa rencontre avec l'Afrique. Qu'est-ce qu'il vous a confié, qu'est-ce qu'il vous a dit à propos de l'Afrique? Sa première rencontre avec l'Afrique, c'est sa rencontre avec Senghor. Ouais. Voilà, c'est à Paris quand ils se retrouvent tous les deux, donc à Louis-le-Grand, au lycée Louis-le-Grand, et que quelque part, il devient un peu le bisu de Senghor. Et là, il découvre son autre moi-même, comme il dit. Et moi, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a parlé de Senghor tout de suite. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que c'est quelque chose qui l'a marqué. En 94, en avril 94, quand je vais à son bureau au 6e étage de la mairie de Fort-de-France, ça j'en parle pas dans le livre, mais c'est un souvenir personnel. La première chose dont il me parle, c'est Senghor. Après, il me parle d'Houphouët-Boigny, après il me parle de moi, en me disant, mais moi je suis, vous êtes martiniquais comme moi, je suis ivoirien comme vous. Et donc il est très marqué par cette rencontre avec Senghor, qui lui fait découvrir l'Afrique. Et là, à partir de là, donc tout s'emballe dans sa tête, il veut en savoir plus, il prend position notamment lorsqu'il y a des massacres en Côte d'Ivoire dans les années 50, à Damocro notamment, il prend position, il écrit des poèmes, il pousse aussi, donc lorsque Sékou Touré dit non, il va en Guinée pour pouvoir le rencontrer. Voilà. Il est très engagé sur l'Afrique, aussi bien dans ses textes que dans ses prises de parole. Et ses relations avec Fanon, à l'époque? Mais disons que Fanon était presque c'était un élève de Césaire déjà, il faut le savoir. Donc Fanon était un élève de Césaire, mais Fanon avait pris un engagement qui était complètement différent, puisqu'il n'était pas seulement que littéraire. Fanon s'est engagé pour la guerre en Algérie, il a été combattant sur le terrain, c'était autre chose. Mais Césaire, on a toujours pensé que Césaire était, comment dirais-je, dans un affrontement avec Fanon, en tout cas qu'ils n'étaient pas d'accord, alors que Césaire a rendu hommage à Fanon dans un texte qui s'appelait, où il parlait du guerrier silex. Quand il parle du guerrier silex, il parle de Fanon qui justement a transformé non seulement sa plume en un engagement qui a été beaucoup plus loin. Donc je pense qu'il avait quelque part une vraie sympathie pour Frantz Fanon. Vous disiez tout à l'heure que c'était un homme de paradoxe, vous l'avez écrit. On ne comprend pas cette ambiguïté-là, cette relation-là qu'il a avec le créole. Et le créole, le français, il dit que le français, c'est la langue de la conceptualisation, de l'élaboration. Alors, le créole, est-ce qu'il le parlait vraiment Il savait très bien parler le créole. Moi, il a parlé devant moi, il savait très bien parler le créole, mais il en parlait en petit comité. C'est pas quelque chose dont il faisait usage en public. C'était son choix. Effectivement, ça a été très commenté en Martinique parce qu'on ne comprenait pas. Certains même pensaient que Césaire ne savait pas parler le créole. Et je crois que c'est Jean Bernabé qui apporte la réponse la plus proche de la réalité, même si je ne veux pas aller dans les détails de ce qu'il a dit. Il a dit que Césaire est né à une époque où on sortait à peine de l'esclavage, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est né sur une habitation à Basse-Pointe et que son père était lui-même géreur, pas géreur, mais était comptable sur l'habitation. Césaire est né à une époque qui n'était pas loin de l'esclavage, où quelque part le créole c'était la formation d'une langue qui avait été conçue dans justement une période où le noir était chosifié, était rabaissé, et que
peut-être consciemment ou inconsciemment, il a associé cette langue avec toutes les horreurs qu'il a pu avoir, avec aussi tout le viol et la violence qui ont pu s'exercer, et qui n'a peut-être pas donné toute la dimension, hein, si je suis bien le raisonnement de Jean Bernabé, toute la dimension qu'on pouvait donner à cette langue, et que c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, il a eu cette réaction par rapport à cette langue. Mais pour autant que je me souvienne, dans un magazine qui a été fait par notre chaîne, Martinique Première, à un moment donné, dans les années 70, il a reconnu que pour lui, le créole était la vraie langue martiniquaise. Alors, on va terminer cet entretien. Est-ce qu'on peut dire que Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant sont des héritiers littéraires, tout au moins, d'Aimé Césaire? Je ne sais pas, parce qu'il y a eu quand même une espèce de position entre les tenants de la créolité, que sont Chamoiseau, Confiant et Pépin, et puis ceux tenants de la négritude que sont Aimé Césaire, Senghor et Damas. Et quand Césaire a été confronté donc à la virulence des propos de certains d'entre eux, il disait toujours, de toute façon pour moi, la créolité c'est un département de la négritude. Ça a été un propos qui a été beaucoup repris. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce sont les héritiers de Césaire. Si on peut parler éventuellement d'héritiers, ou plutôt moi je dirais de fils spirituels, je pencherais plutôt pour Daniel Maximin, qui était très proche de Césaire, qui avait vraiment une relation avec lui qui était très filiale et qui était très poétique aussi. Je pencherais plutôt pour Daniel Maximin. Daniel Maximin qui a publié la poésie d'Aimé Césaire. Un livre magnifique, que c'est un de mes livres de chevet, dans lequel effectivement on a l'essentiel. J'ai préféré vous dire le best-of de Césaire. Ouais. Et là, dans ce livre, il a d'ailleurs pris une pensée de Césaire pour définir la poésie et le poète. Je me permets de vous le lire. La poésie est cette démarche qui, par le mot, l'image, le mythe, l'amour et l'humour, m'installe au cœur vivant de moi-même et du monde. Le poète, c'est être très vieux, très neuf, très complexe, très simple, qui, aux confins, vécu du rêve et du réel, du jour et de la nuit, entre absence et présence, cherche et reçoit, dans le déclenchement soudain des catalysmes intérieurs, le mot de passe de la connivence et de la puissance. Ça, c'est Aimé Césaire. Oui, c'est puissant. C'est pas toujours donné de comprendre Césaire, et lui-même en est conscient, mais je reste persuadé que, contrairement à ce qu'on a toujours dit, que les textes de Césaire n'étaient pas forcément abordables, je reste persuadé qu'avec un tout petit peu d'effort, voire même peut-être un tout petit peu d'intérêt, on y trouve vraiment des choses extraordinaires. Moi j'aime en tout cas beaucoup la poésie de Césaire, et je recommande à tous ceux qui pourraient donc s'intéresser à des textes qui disent des choses importantes, de s'y intéresser. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre, c'est-à-dire que je me suis dit que, en connaissant un peu plus l'homme, l'envers du décor, son humilité, parce que bon, il y a un moment donné, on lui propose même de proposer son nom pour le prix Nobel de la paix, il dit non. C'est n'importe qui en Afrique ou ailleurs dire moi, bravo. Mais, voilà. Bon, en connaissant l'homme, en connaissant son humilité, en connaissant ce qu'il est, ça peut emmener aussi des gens donc à lire ces textes. Et je me rappelle d'une lectrice guadeloupéenne qui est venue me voir il y a 2 mois à la station de télé pour faire dédicacer son livre, qui m'a dit mais écoutez, depuis que j'ai lu ce livre, j'ai eu envie de lire Césaire, vous m'avez donné envie de lire Césaire. Et ben c'est ce que je souhaite. Et c'est tant mieux. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci. Mm-hmm.